L'année passée, j'ai commencé à peindre des robots sur des cailloux avec mon fils. Cela m'a donné confiance en ma capacité de créer des univers. Et surtout, j'ai écouté un désir que je refoulais depuis des années, celui de dessiner. J'ai entrepris l'écriture d'une histoire où un robot voyage dans le temps, ce qui l'amène à faire des bêtises imprévues, non intentionnelles. Dans cette histoire, il y a aussi beaucoup de robots qui ont une nouvelle capacité, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni en métaux, ni en plastique. Ils sont dans une matière imaginaire qui me permet de faire des choses magiques. Imaginez que vous soyez porté par un exosquelette, un exorobot, et qui vous permette d'aller sur le Mont Blanc beaucoup plus facilement. Imaginez que sur votre montre se cache un petit robot qui peut tout à coup flotter. Quand on écrit une histoire, on est amené à se projeter dans la peau des personnages, à faire appel à nos émotions, notre vécu. Par exemple, combien d'entre vous ici ont déjà vécu une situation avec un bateau pris par les houles? Les drôles d'émotions qui se font ressentir dans le corps, l'appel au secours de vos amis, de vos proches. Donc quand on est écrivain, quand on est dessinateur, on fait appel à notre empathie pour comprendre chaque personnage, et donc forcément les robots. Donc je dois admettre qu'écrire une histoire avec des robots, ça a transformé ma vision de la robotique. Pourquoi ? J'ai commencé à attribuer des droits, naturellement, au fil de l'eau. Les droits à pouvoir prendre la parole. Ça me paraissait logique, naturel. Le robot qui puisse s'exprimer, qui puisse partager ses connaissances de manière circulaire. Le droit au silence, le droit à l'oubli, le droit à ne pas oublier, le droit à transmettre une information quand c'est nécessaire, dans certaines situations. Le droit de pouvoir observer le monde au service de tous, d'avoir une certaine mobilité. Et comment le faire ? C'est compliqué. Est-ce qu'un robot a le droit de traverser une frontière ? Un robot, quelque part, pourrait avoir le droit de vivre l'instant présent, d'être à ce moment-là le seul à pouvoir visualiser quelque chose. Évidemment, il y avait la question du consentement. On aimerait bien que les robots soient complètement loyaux, mais le problème, c'est que nous avons parfois des problèmes de morale, et c'est juste, ça fait du sens que le robot puisse questionner, puisse être dans le pourquoi. Pourquoi veux-tu faire ça ? Quel est ton désir derrière ? Par exemple, dans mon histoire, il y a des cambriolages. Évidemment, je ne fais pas participer mon robot. En fait, mon histoire est profondément imprégnée de mes valeurs. Je me rends compte, au fur et à mesure de l'écriture, que j'ai un désir que les robots puissent être gouvernés par des fondations d'utilité publique, pour qu'ils puissent passer d'une fondation à une autre, quand ça fait du sens, pour qu'ils puissent avoir de l'écoute. Inversement, les méchants individus, comme on est dans la science-fiction, sont des propriétaires de robots qui cherchent à tout prix à les récupérer, quitte à faire du tort à d'autres personnes. La science-fiction et la robotique, c'est une histoire d'amour qui date d'il y a très longtemps. Il y a eu le Golem, il y a 500 ans. Il y a eu les fabuleuses histoires avec Isaac Asimov. Et ça fait longtemps que les scientifiques utilisent la science-fiction pour comprendre le futur. Donc rien de nouveau. Et la thématique des droits et des robots, rien de nouveau. Par contre, les technologies ont évolué. Et on pourrait penser que la recherche qui a été démarrée sur les robots sociaux est capable d'embrasser les changements actuels. Et en fait, ce n'est pas le cas. Récemment,
une experte disait à la radio, il ne faut pas que les robots aient des droits. J'écoute ça, je me dis, mais c'est étrange. Ça ne correspond pas aux droits naturels que j'ai envie d'attribuer aux robots. Est-ce que j'ai une dissonance cognitive? Est-ce que je suis dans le tort? Et je me rends compte qu'en fait, derrière cette posture de négation, se cache beaucoup plus de choses et que c'est beaucoup plus riche, en fait. Les experts aujourd'hui essayent de rendre naturelle la conversation entre humains et la machine. Ils en sont au point qu'ils ont réussi à mettre en place des algorithmes pour développer de l'empathie de la part du robot. De faire en sorte que le robot puisse donner du sens, même s'il n'a pas encore aujourd'hui un sens commun, un sens complet, qu'il puisse comprendre dans certains contextes votre situation. Les experts ont aussi une autre mission, faire en sorte que les robots ne nous dominent pas, faire en sorte qu'on ne doive pas tous partir sur Mars. Les experts ont aussi une autre mission, qui est de s'assurer que l'ensemble des gouvernements soient alignés sur un certain nombre de normes, des normes à co-créer. Parce qu'il y a des problèmes déontologiques, il y a des problèmes de contexte culturel, de situation. C'est tellement riche qu'il faut du débat et il faut aligner différentes visions. Il y a juste un souci. Le souci, c'est l'agenda économique de certains acteurs. Je pense notamment au gouvernement de l'Arabie Saoudite qui vient d'attribuer la nationalité au robot Sophia. Un droit subjectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient attribuer des droits à tous les robots sur Terre, mais à ce robot-là en particulier. Et derrière ça, il y a le Japon, il y a l'Estonie, qui sont également en train d'évoquer, d'attribuer des droits très forts à des entités qui ne sont même pas terminées. L'arrivée des robots physiques n'est pas pour tout de suite. Par contre, nous avons tous aujourd'hui quelque chose dans nos mains, avec lequel nous interagissons au quotidien. La moyenne est de 2700 fois par jour. Nous sommes devenus accros aux technologies. Et c'est que le début. Si vous vous projetez dans 2 ou 3 ans, vous pouvez très bien imaginer des mini-robots virtuels se mettre en place, qui ne soient pas invisibles comme les chatbots actuels, mais des robots qui correspondent à l'image que vous aimeriez avoir d'un personnage. Ça peut être un héros de bande dessinée, ça peut être un acteur d'une série américaine, ça peut être un président. Et ce robot virtuel, quelque part, sera capable d'utiliser toutes les ressources du téléphone, en l'occurrence, comprendre le contexte. Si je suis sur le point de rater mon avion, de m'indiquer que je risque réellement de rater mon avion. Le téléphone est redoutable parce qu'il est capable de nous observer. Alors, heureusement, il n'y a pas automatiquement un système de détection de nos émotions. Il y a des lois qui nous empêchent de capturer. Mais ce qui sera compliqué avec les robots, c'est qu'ils seront constamment en train de nous observer. Et là, on a une ligne rouge devant nous, la ligne rouge qui est jusqu'où va-t-on, jusqu'où permettons aux robots de nous analyser, de nous quantifier, de nous comprendre. Et ce problème-là, il est déjà aujourd'hui, il y a déjà des applications qui vous appellent chaque jour, jour après jour, à jouer le rôle de psychanalyste, de psychothérapeute. Ils peuvent argumenter que c'est pour le bien de l'ensemble de la société, vu qu'ils ont des technologies exponentielles. Mais ça veut dire que les questions se posent aujourd'hui et elles touchent toutes les strates de la société. Heureusement, les experts sont de nature inclusive, comprennent qu'on doit tous pouvoir aussi s'exprimer sur ces problématiques, sur des différents contextes, et faire appel à notre capacité de scénarisation. Non pas pour prédire l'avenir, mais pour l'anticiper, un minimum, et ne pas subir les conséquences de cette robotique. Les sentiments sont quelque chose de magique, notre joie, notre âme d'enfant. Et si ce n'était pas la solution pour éviter nos erreurs?
J'aimerais faire appel à mon imaginaire et vous projeter dans une situation particulière. Ko, est-ce que tu peux venir? Là, attends, là, ouais, là, par là. Rapproche-toi. Je vous présente Ko, le robot du futur. Comment ça va? Ça va, impec? Et toi, ça va? Super. T'as les bis de Muriel, d'Alexandre? Ah ouais? Ouais, ils se réjouissent de voir la vidéo. Ouais. Oui, on verra. Ouais. Ça tombe bien parce que là, dans le futur, je fais un stage de clown en ce moment. Non. Si. Ah, c'est sérieux. Alors, attends, j'aimerais bien faire clown aussi. Moi, je peux me permettre un truc. Attends, je pose ça. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Hein, je peux? T'es sûr? Oui, ça. Clown. Hein, clown. Hop. On est bon, on a un nez de clown? Presque. Ouais. Ouais. Ah, j'ai pas du rouge. Sérieusement, Ouais. tu penses quoi de mon talk? Ah bah moi ça m'a beaucoup plu, hein. Moi j'adore te voir. Hein. Ah, c'est gentil. Tu sais. Bon, bah. Mais non, mais plus sérieusement, en fait, il faut quand même préciser une chose essentielle, c'est qu'il n'y a pas une dizaine d'émotions universelles. C'est que chacun a son monde émotionnel très personnel et très précis. Et c'est très riche. Et dans le futur, vous risquez bien de découvrir que, en fait, chacun a sa façon à lui, par exemple, de réagir à ma présence. Exactement. Je crois que les neurosciences sont en train de prendre conscience, quelque chose qu'on sait depuis longtemps, c'est que nous sommes tous uniques. Et nous avons tous des émotions de manière unique. Il n'y a pas les gens juste contents et les gens juste fâchés. C'est beaucoup plus riche que ça. Et est-ce que ça te dit de jouer? Jouer à quoi? Musique. Musique. Ah ben, musique. Est-ce qu'on... Check. Tiens. Tu sais jouer? Non, mais je veux bien apprendre. Tiens, tu es au choix. Brosse à dents, enfin... tu veux tester? Ouais. Vas-y, teste-toi. Ah ouais? Oh yeah! Waouh! Bah vas-y. Je continue? Comme ça? Je sais pas. Hein? Non, faut peut-être faire que tu fasses un peu plus de notes. Ah! Ah, il apprend vite, c'est bon. En fait, il sait très bien jouer, il a toutes les mélodies de Bach et de Beethoven. Nice one. Let's go. Strolling in the garden. Say where Atlas is standing, starving for happiness. Relieved of the families, hoping for new ones. Starving for simpleness. Yeah.